Je remercie Florence de passer avant elle pour des raisons de départ plus précoces. Merci à Sanotech pour l'invitation. Euh, David, tu as fait une super présentation. Je vais essayer d'être à la hauteur. Ça va être un peu compliqué. Je remercie bien évidemment Dr Saïg aussi pour les images, puisque j'ai la chance de travailler lundi avec lui pour les images de la conférence d'aujourd'hui. Donc, on va voir quelques cas cliniques pratiques. Donc, David l'a déjà montré. On peut, avec aujourd'hui l'OCT angiographie Heidelberg, faire des images grand champ et avoir une visualisation de la rétine en moyenne périphérie avec l'OCT angiographie. On va parler déjà de la DMLA. Je vous présente ici ce cas d'un patient qui présentait une baisse d'acuité visuelle brutale de son œil gauche. L'examen angiographique traditionnel qui a été réalisé dans ce cas-là montrait une diffusion, une petite zone hyperfluorescente. L'examen en ICG confirmait deux zones un peu hyperfluorescentes en tardif ici, sur la région maculaire. Chez ce patient-là, on identifiait finalement deux types de néovaisseaux, un néovaisseau préépithélial et un néovaisseau sous-épithélial. Donc un néovaisseau de type 1 et un néovaisseau de type 2. L'examen de l'OCT angiographie chez ce patient, le plexus superficiel et profond plutôt normal, avec ici un aspect de lésion avec un flux retrouvé au niveau de la segmentation de la choriocapillaire, nous permet clairement d'identifier deux types de lésions néovasculaires. Donc tout à l'heure on disait effectivement que les néovaisseaux type 1, pas tout le temps. J'ai plutôt tendance à aujourd'hui être plutôt positif sur la détection des néovaisseaux de type 1 avec l'ensemble des appareils, avec le développement des technologies, des algorithmes, on arrive de plus en plus à adopter surtout les segmentations de l'épithélium pigmentaire, là où se trouvent les néovaisseaux de type 1, et avoir finalement une bonne sensibilité pour détecter ces types de néovaisseaux. Tout à l'heure aussi, David l'a montré, à part la DMLA, l'OCT angiographie prend une place de plus en plus importante dans les pathologies d'occlusion vasculaire. Florence a un peu raison, bien évidemment. Ça prend 10 minutes pour faire de l'OCT à grand champ et pour faire des collages et avoir une périphérie complète. Cependant, ce patient-là qui se présentait avec une occlusion de branche veineuse rétinienne, ici, l'angiographie montre clairement des images pouvant évoquer des plages d'ischémie. Cependant, l'OCT angiographie, lui, est aussi performant et peut suffire aujourd'hui à poser le diagnostic chez ce patient d'occlusion de branche veineuse rétinienne, mixte, à la fois œdémateuse par l'OCT spectral domaine et à la fois ischémique par cette angiographie qui nous montre clairement des territoires de non-perfusion. Donc en superposition, on a classiquement des images assez similaires entre l'OCT angiographie et l'angiographie traditionnelle. Je vous présente d'autres cas, puisqu'on peut aussi aujourd'hui avoir d'autres pathologies dans lesquelles l'OCT angiographie a une grande place, une grande importance, puisque la sémiologie ne fait qu'évoluer avec les différentes publications. On va voir ici un cas de télangiectasie maculaire bilatérale chez ce patient qui présente une pâleur rétinienne bilatérale, ici avec une veine dilatée d'allure émoussée, avec quelques corps réfringents ici. L'examen angiographique traditionnel montre une désorganisation de l'arcade anastomotique avec une distorsion de la zone avasculaire centrale. Ici, on a la chance qu'il n'y ait pas encore de diffusion et qu'on puisse voir les vaisseaux maculaires et rétiniens. Ce n'est pas souvent le cas. L'angiographie, avec la rupture de la barrière hémato-rétinienne, ne nous permet pas de voir clairement toutes les structures rétiniennes. Ici, l'OCT angiographie, chez ce patient-là, montre clairement des signes aujourd'hui qui sont dans la littérature, qui ont été définis, qu'on peut retrouver dans la plexus superficielle en OCT angiographie des télangiectasies maculaires, à savoir cette veine dilatée qui vient ici désorganiser le plexus superficiel, ici entraîner une raréfaction et une distorsion du plexus profond, et aussi la visualisation au sein de la nucléaire externe d'invasion de capillaires rétiniens. Ça, c'est une imagerie qui n'est pas possible aujourd'hui avec l'angiographie traditionnelle. On ne peut pas déterminer ce type de lésion. Donc l'OCTA vient apporter une nouvelle sémiologie des télangiectasies maculaires et aussi apporter une information sur la possible, l'éventuelle physiopathologie de cette télangiectasie maculaire de type 2. Donc la superposition
est bonne pour le plexus superficiel. Par contre, ces images-là, on ne peut pas les retrouver sur un examen angiographique. Ici, la maladie des télangiectasies maculaires de type 2, c'est une déplétion des cellules de Muller. Donc l'OCT-angiographie a permis de comprendre le mécanisme physiopathologique. Pourquoi est-ce que dans la nucléaire externe, on se retrouve avec des invasions capillaires, sachant que normalement cette zone est censée ne pas retrouver de flux. Ainsi, on sait que la déplétion des cellules de Muller va entraîner une désorganisation des capillaires et va entraîner une zone d'hypoxie chronique, créant aussi cet appel vasculaire et cette invasion des capillaires dans la rétine externe. Donc l'OCT-angiographie nous a permis de déterminer aujourd'hui la physiopathologie des télangiectasies maculaires de type 2 et de comprendre un peu plus cette pathologie. Donc voilà l'article ici qui parle un peu des télangiectasies maculaires de type 2, décrit par Spade, qui retrouve ces mêmes images d'invasion capillaire de la nucléaire externe, d'atteinte des plexus superficiels et profonds avec une désorganisation et une raréfaction des capillaires. Et ici, c'est des images colorisées que l'on peut retrouver dans les différents articles. Un autre cas ici de patient présentant une myopie et à la fois aussi sur l'examen du fond d'œil, la présence de drusènes bleues. On se retrouve devant une patiente qui a une baisse d'acuité visuelle avec un aspect sur l'OCT qui est un peu particulier, une petite hyperréflectivité préépithéliale. C'est très discret, l'angiographie n'est pas trop parlante. L'OCT-angiographie, on retrouve deux zones avec un léger flux. Bon. On a quand même des modifications OCT, la patiente se plaint. L'OCT-angiographie apporte la décision thérapeutique chez cette patiente, puisqu'on retrouve quand même deux petites lésions avec flux. On se demande si vraiment ça correspond à un néovaisseau. On fait 3 injections intravitréennes anti-VEGF, on revoit le patient et on voit ici sur l'examen en OCTA qu'il n'y a plus cette lésion vasculaire. Alors il y en a deux, il y a celle-ci et celle-ci, initialement, et on va voir après laquelle finalement était la plus responsable en tout cas de la baisse d'acuité visuelle chez ce patient. Alors on a la chance parce que la patiente récidive et on n'a pas injecté le patient pour rien, puisque déjà ça allait mieux après les injections, et surtout on voit très très bien dans la zone du néovaisseau ici, qui est une récidive avec un néovaisseau de plus grande taille, qui va effectivement dans le temps, puisqu'il y a eu plusieurs injections et c'est un suivi au long cours, montrer qu'on ne s'était pas trompé, que l'OCT-angiographie avait apporté par rapport à l'angiographie traditionnelle, dans ce cas précis, un apport diagnostique évident en permettant de confirmer le traitement et l'injection, et avec la suite qui nous montre que cette lésion était bien un néovaisseau qui augmente de taille dans le temps. Un autre cas de patient qui présente pas de baisse d'acuité visuelle, adressé pour un syndrome maculaire avec une lésion qui ressemble à des néovaisseaux sur l'OCT-angiographie. Pourtant, l'OCT ne montre aucune anomalie vasculaire, aucun décollement séreux-rétinien, juste un décollement d'épithélium pigmentaire d'allure plan. A priori, ici, l'angiographie est pas très parlante. Sur l'examen en OCTA, on a quand même un flux et aujourd'hui, il est clairement noté que ce type de lésion s'appelle les néovaisseaux occultes quiescents. Donc le néovaisseau quiescent, c'est un néovaisseau de type 1 qui n'exsude pas et la définition qui est donnée, c'est vraiment un décontrôle régulier et à 6 mois, l'absence d'exsudation retrouvée pour trouver le caractère quiescent du néovaisseau. Donc c'est une entité qui a été décrite par l'équipe de Créteil, donc des néovaisseaux qui sont détectables en fluo, en ICG, avec aucun signe d'activité OCT et avec une nouvelle une nouvelle chose qu'on peut apporter à la définition initiale, qui n'était pas à l'époque en 2012, l'OCT-angiographie, qui montre une lésion avec un flux sans activité OCT. Donc les lésions sont des lésions sous l'épithélium pigmentaire qui augmentent de taille avec le temps et qui peuvent, à un moment donné, décompenser. Donc il est important chez ces patients-là de maintenir un suivi, de les informer, en tout cas de consulter en cas de baisse d'acuité visuelle, puisqu'ils peuvent avoir finalement la présence d'une activité néovasculaire secondaire avec une activation. Cependant, ça reste des lésions qui s'activent très peu, avec des injections peu fréquentes, puisqu'on retrouve chez ce patient-là, dans un suivi de 15 mois, seulement 3 injections d'induction et 2 injections supplémentaires, ce qui fait 5 injections. Donc les néovaisseaux quiescents, il faut retenir que c'est des lésions inactives initialement, qui peuvent s'activer, qu'il faut suivre qu'il faut suivre au début tous les 6 mois, qu'il faut suivre au début tous les mois pendant 3 mois, et après trimestriellement, et après effectivement garder un suivi tous les 4 mois chez ces patients. Dernier cas ici d'un patient qui présentait des néovaisseaux visibles. Là encore, l'OCT-angiographie
a toute sa place pour détecter la présence d'un néovaisseau visible, qui permet effectivement de nous confirmer la présence d'une lésion néovasculaire. Chez ce patient-là, on a décidé de faire un traitement en treat and extend, ce qui est tout à fait compatible avec l'OCT follow-up traditionnel spectral domaine. Je n'ai pas de suivi follow-up, mais Florence, comme l'a dit David, nous parlera de ces néovaisseaux sur l'aspect qualitatif, quantitatif et du suivi. Le suivi en spectralis standard SDOCT avec cette détection de néovaisseaux sur l'examen traditionnel OCT angiographie nous permet de suivre ce patient, de garder une bonne acuité visuelle et d'avoir un treat and extend qui évolue entre 8, 9 et 10 semaines avec un bon résultat d'acuité visuelle finale de 75 lettres. C'est varié, effectivement, aussi l'OCT angiographie chez ce cas, chez cette patiente-là, de 45 ans, qui présentait un mélanome choroïdien de l'œil gauche, qui avait déjà eu une injection pour une maculopathie œdémateuse. Elle présente initialement une baisse d'acuité visuelle sur son œil gauche. Ici, vous voyez la lésion tumorale qui a été traitée par protonthérapie. C'est une patiente que Florence Koskas suivait dans son cabinet, que j'ai vue par ailleurs, et qui présentait une baisse d'acuité visuelle de son œil gauche. L'examen en OCT angiographie montrait chez cette patiente déjà une raréfaction ici des plexus superficiels et des plexus profonds, avec une désorganisation de ces deux structures. Il n'y avait pas sur la segmentation de la choriocapillaire, capillaire, il n'y avait pas de néovaisseau, donc on pouvait clairement ici porter un diagnostic en OCT angiographie d'une maculopathie et une rétinopathie radique de par les éléments qu'on avait déjà sur ces images en OCT angiographie sur le plexus superficiel et profond. L'intérêt chez cette patiente, effectivement, était de faire le diagnostic, de la réinjecter puisqu'elle était jeune et d'avoir un bon résultat anatomique et fonctionnel. Ça sera le dernier cas, c'est le docteur Joël Usan qui me l'a envoyé. C'est un patient pour lequel il y avait plusieurs étiologies à évoquer, des patients plutôt myopes, chez qui on avait évoqué peut-être et possiblement des néovaisseaux. Cependant, l'examen en ICG n'était pas contributif. L'examen coupe horizontale traditionnel retrouvait un PDSR. Après, si on fait traditionnellement aussi bien notre coupe verticale chez certains patients, on peut bien évidemment ne pas oublier qu'il peut y avoir des patients qui peuvent avoir des maculas bombées qui ne nécessitent aucun traitement. Et l'apport de l'OCT angiographie permet de confirmer ça et d'être tranquille, de se dire qu'il n'y a pas de lésion néovasculaire associée et malheureusement de ne pas proposer aujourd'hui, dans ce qu'on sait, dans cette thérapeutique, un traitement pour le patient. Je vous invite tous à vous inscrire pour Maculart. J'espère vous voir tous très nombreux. Merci en tout cas encore à Sanotech pour leur invitation et bonne fin de présentation pour les autres. Merci.